donc moi je suis José Vico, donc je suis maître de conférence au laboratoire PMMH. Et dans notre équipe, on s'intéresse à la mécanique des feuilles minces. Donc c'est des matériaux qui sont grands dans deux dimensions et très minces dans une autre. Donc c'est des structures qui vont être faciles à courber dans une direction ou dans une autre, mais difficiles à courber dans deux directions à la fois. Et du coup, quand on essaie de faire ça, on voit que ça se froisse, que ça prend tout de suite des formes un peu singulières. Et alors sur ces matériaux, je vais essayer de regarder plusieurs choses. On va essayer de voir comment ça se casse. Enfin, en particulier ici, on va voir comment ça se déchire. Il y a un mot spécial quand c'est en général, on dit que ça se casse quand c'est un matériau en 3 dimensions, volumique. Ici, comme c'est une structure énormément ancienne, on dit que ça se déchire. Il y a un mot en français différent pour exprimer ça. Et puis, on va voir comment ça se déforme, comment on peut lui donner une forme tridimensionnelle. Alors, ici, j'ai vraiment très frugal, parce que nous, on regarde même nos paquets de gâteaux pour faire des manips avec. Et en fait, c'est un paquet de gâteaux, tout simplement. C'est du polypropylène. Et en fait, c'est un matériau qui est assez difficile à casser s'il n'y a pas d'amorce, mais dès qu'il y a une petite amorce, comme ici par exemple, ça se casse, ça se déchire très facilement. Et alors, ce matériau, si c'est l'heure du goûter et que j'ai envie de le manger et que j'ai un couteau sur moi, je peux faire une entaille et puis propager mon entaille, et bien sûr, ça va se propager tout droit. Mais si j'ai pas un bon couteau, si j'ai par exemple la partie ouvre-boîte de mon couteau suisse, je peux essayer de faire la même opération. Hop, je fais avancer ma lame, et là, ça va plus tout droit, mais ça fait des dents comme avec les ciseaux, on voit mieux comme ça, comme avec les ciseaux pour enfants, parce que voilà, j'ai pas de ciseaux pour enfants. Et donc du coup, on s'est dit, il y a peut-être un truc intéressant à regarder, donc on a essayé de comprendre pourquoi ça se coupe comme ça en faisant des dents de scie. Et du coup, ce qu'on a pu montrer, c'est que la formation de ces dents sont liées au fait que, alors je ne sais pas si ça va être très clair à la caméra, je vais essayer de le faire au ralenti, donc une petite encoche. En fait, ce qui se passe dans ces structures minces, c'est que c'est des structures qui sont très faciles à plier. Donc quand je fais ma première amorce, puis quand je vais appuyer sur cette amorce, en fait, ce que je vais faire, je vais créer au départ 2 plis, et quand j'appuie trop fort sur les plis, ça se déchire. Et donc du coup, j'ai mon couteau, enfin mon ouvre-boîte qui va appuyer sur ces 2 plis au départ. Puis il y aurait une solution qui serait d'appuyer sur les 2 plis de manière complètement symétrique et que la fissure aille tout droit. C'est une possibilité, en fait c'est ce que ça fait au début. Et puis une fois que le déchirure est trop long, ce qui se passe c'est que ça devient instable, et donc c'est-à-dire que si ça commence à partir d'un côté, alors le pli part spontanément du côté sur lequel ça a commencé à partir, ça s'amplifie. Le pli tourne jusqu'à ce que le pli devienne parallèle à la direction de propagation de mon ouvre-boîte. Et donc après, j'ai pas trop d'autre choix. Une fois que le pli est parallèle à la direction de propagation ici de mon doigt, je vais démarrer notre pli et ça va se déchirer dans l'autre côté. Pareil, en faisant avec un pli qui va progressivement se tourner. Boum, le pli va devenir parallèle à la propagation de mon doigt, ça va déchirer de l'autre côté, et ainsi de suite. Et donc, avec un mécanisme finalement qui relie tout simplement de la géométrie et de la déchirure, de la manière qui est très liée à la géométrie, on fait comme ça des structures en dents qui sont exactement les mêmes que ce qu'on a ici. Et donc, ce qui est rigolo là, c'est que finalement, la géométrie dicte énormément la manière dont se casse ce matériau. Et ce qui fait que des figures que j'ai ici sont assez indépendantes du matériau que j'ai. Et par exemple, indépendantes de l'épaisseur ou même du type de matériau. La seule chose qu'il faut, c'est que ça se casse de manière fragile, c'est-à-dire que quand ça se casse de manière nette, que ça ne fasse pas de petits frisottis à l'endroit où ça s'est cassé. C'est-à-dire que si je recolle mes 2 morceaux, je ne vois pas que ça s'est cassé. Il faut que ça se casse comme du verre, de manière un peu fragile. Alors une conséquence de ce truc-là, c'est une autre expérience qu'on a faite qui est plus... je trouve assez rigolote aussi. C'est l'expérience suivante, où en fait ici on a une petite encoche. Donc c'est comme une petite encoche qu'on peut tirer. Et en fait, dans cette encoche, alors si à la caméra on ne va rien voir du tout peut-être, il y a 2 petites fissures. Il y a une fissure où on voit qu'il y a un gros trou. Et ce gros trou va empêcher la fissure de se propager parce ça va faire comme un effet comme une patate sur un piquet de tente. Ça va empêcher la concentration des contraintes. L'autre côté, c'est très, très fin, donc du coup j'ai une grande concentration des contraintes. Donc quand je vais tirer sur cette languette, ça va se déchirer du côté où il y a une grosse concentration des contraintes, puisque c'est très acéré.
Et du coup, ce qui va se passer, c'est que ce côté-là va essayer de contourner le... Enfin, on va voir. Donc, quand je tire, hop, on voit que la fissure tourne. Et en fait, ça fait une spirale. Alors, bon, ici, elle finit par s'arrêter parce que j'ai un cadre circulaire. Mais si j'avais pas le cadre, ça ferait une spirale exponentielle, en fait. Une spirale, en fait, on l'appelle spirale logarithmique. C'est la même spirale qu'on trouve dans les escargots ou dans le nautile. Et là aussi, c'est la géométrie qui joue un rôle très important, c'est-à-dire que quand je tire sur mon plastique, en fait, je fais un pli, ce pli est tangent, enfin, la fissure se propage à peu près à 90 degrés du pli que j'ai créé, et ce pli tangente la fissure qui est déjà existante. Et donc j'ai une construction qui se fait complètement géométriquement, où j'ai le pli qui suit la fissure qui est déjà existante, et la nouvelle déchirure se fait à 90 degrés de l'autre côté de ce pli, quoi. Et donc là j'ai une construction, voilà, qui est complètement géométrique, qui fait que j'ai quelque chose de très régulier, qui est pareil, qui est indépendant du matériau. Voilà, donc on s'amuse bien à la déchirer, enfin on s'intéresse beaucoup à la déchirure de paquets de gâteaux et des choses comme ça. Une autre chose qu'on essaie de faire avec ces matériaux, c'est de voir comment on peut leur donner une forme tridimensionnelle. Donc l'expérience qu'on aime bien là, c'est le mot un peu prétentieux, ça serait d'appeler ça des kirigami. Donc en fait, c'est des feuilles pareilles de plastique qui ont été prédécoupées. Et quand on les tire, en fait, donc normalement c'est très difficile à étirer et à déformer. Et donc, c'est facile à courber, mais pas à étirer. Et du coup, là j'ai une structure, et une fois que je l'ai découpée, je vais pouvoir facilement l'étirer. Donc localement, ce que je suis en train de faire, c'est de courber, mais vu de loin. De carbone. Pardon. Tu as un modèle d'un nanotube de carbone. Ça, ouais, je sais pas si ça ressemble si c'est un nanotube de carbone, mais. Si, sauf que bon, t'as pas de fond. Voilà, il n'y a pas de fond. Et. Tu as fait un bon nanotube de carbone. Ouais, je sais, ouais. En fait, l'espacement n'est pas partout le même, mais bon, peut-être, ouais. Et du coup, on s'intéresse aux formes tridimensionnelles que ça prend en fonction. Donc là, ce qui va jouer, à nouveau, c'est la géométrie. Donc c'est la manière dont ont été prédécoupés ces petits éléments. Donc là, c'était à peu près régulier. Je peux faire quelque chose qui va être... Peut-être ça va mieux se voir à la caméra. Ici, donc, je suis très espacé là et beaucoup plus rapproché là. Donc ça va être plus facile à se déformer ici que là. Et donc, si ça fait ça, hop, je vais avoir une forme en vase évasé. Ok. Et ça vient du fait que ça s'est beaucoup plus déformé de ce côté-là que là, et donc ça va s'étirer beaucoup plus près du centre que loin du centre. Ça fait des formes comme ça très évasées, un peu en trompette. Je pense que j'ai l'inverse. Je vais faire ah ben là c'est un peu non, là c'est plutôt conique. Bon, normalement j'ai l'inverse. Et j'en ai une ici qui est un peu tordue où alors celui-là il est très resserré ici, donc très souple ici, ça devient rigide, et ça se réassouplit, donc ça va faire un truc un peu bizarre. Et en effet, ça fait une espèce de vase assez joli, où d'abord ça s'évase et ça se resserre. C'est joli. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, ce qui est sympa là, c'est que on part d'un matériau bidimensionnel, une feuille, donc ça c'est très commun, et puis en appliquant des prédécoupes à certains endroits, on arrive à faire une forme tridimensionnelle très facilement. Voilà, en fait, on n'est pas du tout les premiers à s'intéresser à ça. En fait, il y a plein de structures industrielles où on a des tôles en aluminium qui sont prédécoupées, tirées et qui prennent des formes aussi tridimensionnelles. Il y a des paniers à salade, des choses comme ça, des corbeilles à pain qui font un peu ce genre de forme. Mais voilà, du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir le lien entre la découpe de la géométrie. Enfin, disons que jusqu'à présent, ça a été fait de manière très empirique. Et donc là, on essaie de comprendre un peu mieux ce qui se passe.